Bonsoir chers amis téléspectateurs, soyez bienvenus dans 28 minutes. Notre premier invité aurait voulu être un turbo, le poisson. Empêché bien sûr de l'être par la bipédie naturelle, il les cuisine, mais pas seulement les turbos. Bruno Verjus, cuisinier sauvage, restaurateur autodidacte à combustion lente, il a ouvert son premier restaurant à l'âge de 54 ans. Bruno Verjus donc publie L'art de nourrir, une réflexion poétique et roborative sur l'art de prendre soin de l'autre à l'ère de la malbouffe. L'actualité en ce 10 mai, jour anniversaire de l'élection de François Mitterrand en 81, c'est la crise de la quarantaine pour la gauche française, comme titrait le quotidien Libération ce matin, la gauche qui subit une érosion électorale depuis 1988. Aux formations politiques structurées se sont greffés des mouvements sans militants, ni référence, ni histoire, et l'extrême droite, qui était marginale en 1981, est devenue conquérante 40 ans plus tard. Les Français, notamment les plus pauvres ou les plus précaires, votent de moins en moins à gauche. Pourquoi la gauche a-t-elle abandonné le social au profit du sociétal? L'écologie pourrait-elle lui permettre de se sauver électoralement? Nous en débattrons et nous retrouvons à la fin de l'émission. Ils ne sont pas encartés, messieurs Maudu et Saltiel. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Quel est votre programme? Bien, moi aussi, je vais vous parler de François Mitterrand. Et oui, il y a 40 ans, le 10 mai 1981, Mitterrand, grand communicant, il maîtrisait l'outil télévisé. Nous partons aux origines de la télévision. Eh bien, devinez qui s'y trouve? François Mitterrand. Encore lui? Eh oui. Bon, et vous? Oh, François, encore un François. Un autre François avec une force un peu moins tranquille qui s'intéresse à Twitter, qui lance une nouvelle fonctionnalité avec des pourboires et incite les utilisateurs à récompenser d'une petite pièce leurs abonnés préférés. On explorera la face obscure de cette mesure. Ah oui, il semblerait. À tout à l'heure, camarades. Bonsoir Nadia Dab. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vince Trémollet-de-Villers, directeur délégué du quotidien Le Figaro. Et nous avons la joie d'accueillir en ce lundi Bruno Verjus. Bonsoir Bruno Verjus. Bonsoir. Vous faites paraître chez Flammarion un fort joli livre, des mémoires, des recettes et toute une réflexion sur l'art de nourrir qui est un art holistique. C'est ce que vous expliquez dans ce livre. Tout de même une question. Vous êtes cuisinier. Vous avez un restaurant à Paris, il s'appelle Table. Ce restaurant, du fait du confinement et de la pandémie, est fermé depuis fin octobre. Êtes-vous dans une forme d'appréhension à l'idée de rouvrir? Êtes-vous rouillé, Bruno Verjus? Je crois que c'est tout le contraire. En fait, oui. D'abord, moi, je suis là pour réenchanter le monde. Donc, je ne vais pas vous dire, ah là là, quelle misère, quelle catastrophe, on est angoissé. Pas du tout. Je suis dans un état extrêmement actif, extrêmement heureux. D'abord, on est reposé, puisqu'on n'a pas travaillé depuis très longtemps. Donc, on s'est nourri le cerveau, nourri les sensations, nourri d'autres choses. Je suis en pleine consultation, justement, d'équipes qui veulent venir travailler chez moi. Je mobilise mes équipes aussi. On réfléchit à ce que l'on va proposer à partir du 29 juin, puisqu'on va réouvrir le 29 juin. Et donc, je suis plutôt dans un moment d'enthousiasme parce que je sais qu'on va à nouveau réjouir le monde. Bientôt, on a un horizon. Et prendre soin de l'autre, puisque nourrir, c'est prendre soin. On va en reparler. Mais d'abord, votre portrait, réalisé par Olivier Bouquereux. Regardez. Nourrir, voyage et produit, c'est la règle de 3 de Bruno Verjus. La façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit. Cela pourrait être du Platon, c'est du Bruno Verjus. Ce philosophe gastronomique a ouvert son premier restaurant, Table, à 54 ans seulement, sans diplôme, sans formation. C'était clair, c'est-à-dire que chez moi, il y a eu cette urgence de faire un restaurant pour nourrir autrement. 4 ans plus tard, il obtenait sa première étoile, mais plutôt que de se définir comme chef, oui chef, il préfère employer le terme cuisinier autodidacte. Il a déjà écrit plusieurs livres, comme Tous en cuisine ou L'amour 10 façons de le préparer. Le dernier à sortir du four s'appelle L'art de nourrir, une réflexion sur le partage, un éloge de la transmission. Son restaurant ne ressemble pas aux autres, on y mange attablé face au cuisinier. En tout cas, chez Table, c'est comme ça que ça se passe. C'est aussi un lieu de culture où l'on goûte une pincée d'histoire, un zeste de géographie, un soupçon de géologie, la vie. Bref, on se nourrit et on voyage. Médecin de formation, photographe, chef d'entreprise, journaliste, écrivain, créateur d'un blog gastronomique influent, avant de se lancer dans la restauration, ce natif de Roanne a beaucoup voyagé. Il suffit de lire la carte de son restaurant pour s'évader et faire, entre les lignes, un portrait de son créateur. Regardez-moi ces beautés. La morille, on la travaille avec de la crème, avec du vin jaune. Et puis ensuite, moi, je les emmène un peu ailleurs. Fèves de cacao cru et poivre sauvage du Bénin. Ici, une grosse sole d'hiver de l'île Dieu qui raconte son enfance. Là, un riz bombita de l'Albufera qui évoque son amour pour l'Espagne. Attention, ne lui parlez surtout pas d'ingrédients, mais de produits.
quand on veut un produit vivant, on veut un produit qui vient d'être cueilli, et puis surtout derrière, on veut la main d'un homme. Des diamants bruts, comme il dit, issus d'une agriculture sauvage, à défaut d'être étiquetés bio. Des produits haut de gamme, comme cette belle pièce de boucher vendue à la maison de vente aux enchères Arcurial, dont Bruno Verjus est l'expert en gastronomie. 350 € la côte de bœuf, à juger. Oh ben dis donc, Bruno Verjus. Oui, c'était des ventes, ce sont des ventes caritatives uniquement. L'art de nourrir, Bruno Verjus. Bruno Verjus, qui êtes-vous? Un père nourricier, un peintre? Vous aimez parler d'émulsions à base de couleurs mercurochrome, coquelicot ou encore incarnat? Ou bien, je ne sais pas, quelqu'un qui veut prendre soin des autres? Ou un médecin même. Je crois que je suis quelqu'un qui est... finalement, qui a réussi à agréger ce que j'étais vraiment, c'est-à-dire par ma constitution, par ma nature, par mes imprégnations d'enfant, dans cette campagne renaissonnaise et à l'Île-Dieu, que j'ai vu encore presque avec une larme à l'œil dans ce portrait sublime. Et puis, je suis aussi celui qui a appris par ses études et celui qui a reçu un enseignement de la vie par de multiples expériences. J'ai, c'est vrai, un rapport à la vie un peu particulier, c'est-à-dire que j'aime réjouir et me réjouir de la vie, de cette chance d'être vivant, et j'aime aussi, d'une certaine façon, embrasser plusieurs vies dans la même, qui est une façon de la diffracter et de la rendre peut-être plus longue à ma façon. Alors, la cuisine, là-dedans, c'est quoi ? La cuisine, c'est rassembler tout ça au service du bonheur de ceux qui la mangent, c'est donner de l'amour, donner de l'attention. Je serai, pour répondre précisément à votre question, plutôt une mère nourricière qu'un homme nourricier. Cet art de nourrir, est-ce qu'il est à la portée de tous aujourd'hui? Des produits simples deviennent des produits de luxe. Est-ce que pour pratiquer l'art de nourrir, il faut être riche ? Il faut être riche de sa culture, c'est-à-dire qu'il faut être riche de sa curiosité et de son envie d'apprendre. Je crois que c'est ça la première chose, parce qu'on peut se nourrir de façon extrêmement peu onéreuse, d'abord en faisant ses courses dans des marchés et en achetant à des producteurs en direct qui pratiquent non seulement des produits vivants exceptionnels, mais en plus un juste prix. Et puis en faisant cela, on donne son argent à la bonne personne, donc on contribue à fabriquer un monde dans lequel on est heureux. Et puis on peut aussi se nourrir gratuitement par la cueillette. N'oublions pas qu'on est entouré de plantes extraordinaires, de champignons, de baies, de fruits, et donc pour cela, ça nécessite la connaissance. Donc je crois, oui, que dans notre époque, c'est quelque chose finalement de peut-être plus difficile que d'accéder à la richesse financière, c'est d'avoir le courage de continuer toujours à exercer une curiosité et à se cultiver. Alors, Bruno Verjus, on va évoquer avec vous et avec Nadia, non parce que la pandémie a développé et suscité chez les chefs, chez les cuisiniers, mais dans nos habitudes alimentaires. Oui, dans nos cuisines, à nous, effectivement, on le sait, la crise a presque radicalement changé nos habitudes alimentaires, nos habitudes de consommation. On peut retenir 3 phénomènes saillants. D'abord, le fait que les Français ont dans leur ensemble beaucoup plus cuisiné à la maison. Et on le voit avec le boom de l'appareil du petit électroménager ou encore de la farine, ça on l'a beaucoup vu pendant le confinement. La crise, vous le disiez, elle a également largement profité au circuit court. La vente en direct donc du producteur au consommateur, ça a explosé. Ça a profité également aux petits artisans. Et puis enfin, les Français dépensent plus pour manger. Le poids de l'alimentation dans le poste de dépenses des ménages en 2020 n'a jamais été aussi élevé depuis les années 60. Ça, c'est une photo de la table, du frigo des Français aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut en rester dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir? Est-ce qu'il va rester quelque chose de ça? Et je crois qu'il faut continuer à l'entretenir. C'est un peu aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Donc déjà, chaque Français qui fait la cuisine devrait acheter aussi mon livre. Parce que, écoutez, c'est direct. Allons-y, allons-y, parce que d'abord, ils vont avoir un enseignement d'une forme de philosophie et d'un rapport au monde, et surtout aussi une culture par rapport aux produits. Donc ils vont comprendre un certain nombre de choses. Et puis ensuite, comprendre aussi que la belle cuisine, c'est une cuisine simple, que l'on pratique à l'instant, et qui nourrit plus par des valeurs du vivant et des qualités intrinsèques des produits que par la quantité de protéines, de lipides ou de glucides. Voilà. Et surtout une cuisine d'instant, et qu'on est nourri en réalité. Nous sommes quoi? Nous sommes un ensemble d'énergie en vibration, et donc on est plus nourri par les énergies en vibration de produits vivants que par évidemment la morbidité de l'agroalimentaire, qui a d'ailleurs participé au meurtre collectif associé à la Covid. C'est ça l'approche holistique de la nourriture et du fait de nourrir, c'est oui, ça? Je pense que c'est comprendre surtout que
être vivant aujourd'hui, on en a plus conscience parce que d'une certaine façon, on a oublié ce que c'était que la mort, on a oublié notre propre mort, mais surtout on a fait en sorte pendant des années d'ignorer qu'il pouvait y avoir des êtres vivants qui mouraient pour nous nourrir. Donc on a fait en sorte finalement de couper le lien entre le vivant et ce que l'on mange. Ça, c'est évidemment encore plus fort pour la viande animale. Mais aujourd'hui, c'est comprendre que, avec raison, on participe, en se nourrissant bien, à créer une planète dans laquelle tout est en harmonie. Une dernière question. Vous cuisinez des turbos, vous êtes émerveillé par l'hippocampe ou par le rouget, que vous ne cuisinez pas, mais vous cuisinez des poissons et vous savez que les ressources halieutiques disparaissent et s'amoindrissent. Comment conjuguer ? Il faut tordre le cou à ça. Mais bien sûr, évidemment que les ressources halieutiques disparaissent. Pourquoi ? Par la pêche industrielle. Arrêtez d'aller acheter des bâtonnets de poissons, du sashimi et des saloperies comme ça. Acheter des poissons à des petits pêcheurs, eux, ils font pas disparaître la ressource. Moi, j'étais à l'Île-Dieu, là, j'étais en Grèce, je vous assure qu'ils ont une conscience aiguisés de leurs ressources, qui font très attention aux saisons, et qu'en plus, quand ils mangent un poisson, ils mangent absolument tout avec science. Donc c'est aussi ça le respect. C'est pas uniquement aller taper des filets pour faire des trucs panés dégueulasses. Non, on est d'accord. Une dernière chose, vous rouvrez fin juin votre restaurant, votre table parisienne, parce que vous voulez pouvoir embrasser vos clients. J'ai envie d'embrasser tout le monde en même temps. Oui. Ça. Et, très bien. Et c'est ça. Et j'ai une amie qui disait souvent, d'ailleurs, Bruno est souvent fatigué le soir en rentrant du restaurant parce qu'il fait l'amour à toute la salle pendant toute la soirée. Et c'est vrai que je donne de l'amour comme ça. Et donc, on a envie que ça, j'ai envie de donner de l'amour. Vous me faites penser à Alexandre Dumas et à son livre sur la cuisine. Tu sais que c'était mon livre de chevet, le grand dictionnaire de gastronomie. Évidemment. Le livre d'Alexandre Dumas. Je suis un ogre. Oui, vous l'êtes, vous semblez l'être. L'art de nourrir, Bruno Verjus, formidable bréviaire sur l'art de nourrir chez Flammarion. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes, ogre. Et nous passons à notre débat sur la gauche française en plein marasme. 40 ans après, pas de commentaires, 40 ans après l'élection de François Mitterrand, depuis 88, de moins en moins de Français votent ou se proposent de voter à gauche. Pourquoi ? La gauche a-t-elle trop misé sur le sociétal et pas assez sur le social ? Est-ce une des explications ? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. 4, 3, 10 mai 1981. François Mitterrand est élu président de la République. Pour la première fois depuis la naissance de la Ve République, 23 ans plus tôt, un homme de gauche est élu à l'Élysée. Une soirée historique avec ses scènes de liesse et ses larmes de joie chez les militants. 2 septennats plus tard, François Mitterrand fait ses adieux rue de Solferino et passe le relais. Nous sommes redevenus, vous êtes redevenus, une force politique et sociale capable d'entraîner la France chaque fois qu'elle en sentira la nécessité pour la mise en place d'une certaine idée de la société qui nous est chère. Merci. Sauf que depuis, les électeurs sont de moins en moins nombreux à voter PS. En 2017, Benoît Hamon a terminé à la 5e place avec 6,36% des voix. Pour beaucoup d'électeurs, la gauche de gouvernement n'incarne plus la défense des travailleurs. À chaque réforme, initiée sous François Hollande, comme la loi El Khomri, les syndicats ont crié à la trahison. Qu'on soit dans l'industrie automobile, qu'on travaille à Auchan, qu'on travaille à... Peu importe, la loi El Khomri va toucher toutes les branches. Sur fond de chômage de masse et de désindustrialisation, des bastions ouvriers se tournent vers le Rassemblement national. Depuis son fief d'Hénin-Beaumont dans le Nord, Marine Le Pen enfonce le clou. C'est dans ce canton que la gauche a trahi. C'est à Courcelles-lès-Lens et Noyelles-Godault qu'a eu lieu le drame industriel et social de Métal Europe, sacrifié sur l'autel de la finance. Alors, mondialisation financière, emploi, questions identitaires et sécuritaires, comment expliquer un tel basculement des électeurs vers la droite ? 40 ans après l'élection de François Mitterrand, la gauche garde-t-elle encore des raisons d'espérer ? 2 invités pour en débattre. Frédéric Savicki, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous estimez que face à la désindustrialisation, aux pertes de pouvoir d'achat et à la dégradation des conditions de travail, la gauche s'est montrée incapable d'apporter une réponse autre que du colmatage, comme vous dites. Du coup, la droite et l'extrême droite sont apparus comme une alternative
possible ou crédible. Et à côté de vous, pour débattre, Anne Muxel, sociologue, politiste et directrice de recherche au CEVIPOF, qui est le centre de recherche politique de Sciences Po. Vous estimez qu'aujourd'hui, le vote Rassemblement national paraît plus ancré que la gauche dans les classes populaires. Sur ces catégories, les classes populaires, il s'est produit un chassé-croisé idéologique qui sera sans doute difficile à inverser. Et on débarre ce débat avec une question en 28 secondes d'un de nos internautes, Nadia. C'est une question de téléspectateurs que je vous transmets à tous les deux. Comment expliquer que les classes populaires en France donc votent désormais pour l'extrême droite? Frédéric Savicki s'est dit de manière un peu lapidaire, mais c'est vrai que le Rassemblement national a fait une percée chez les plus modestes et aussi chez les moins diplômés. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène? Est-ce que c'est vrai déjà et comment est-ce qu'on l'explique? Voilà. Alors Anne Muxel pourra compléter, mais c'est pas aussi vrai que ça. C'est-à-dire que le vote majoritaire aujourd'hui dans la classe populaire, c'est plutôt l'abstention, même si au moment de l'élection présidentielle, ça vote un petit peu plus. Mais enfin, c'est quand même un signe de défiance quand même très forte pour le système politique. Ensuite, le vote pour le Rassemblement national. Alors là, il faudrait détailler en termes de tranches de génération. Il faudrait détailler aussi en termes de niveau de qualification. Toutes les classes populaires sont quand même pas aujourd'hui rassemblées derrière le Rassemblement national, mais néanmoins, évidemment, il séduit plus que les partis de gauche ou issus de la gauche, pour des raisons qui tiennent très probablement à des déceptions, évidemment, par rapport à ce qu'a fait la gauche quand elle a été au pouvoir. Alors là, il faudrait évidemment détailler. On va le faire. Voilà, exactement. Donc, pour beaucoup d'électeurs, en particulier les plus jeunes aujourd'hui, la gauche, c'est plus forcément celle de 1980 et des grandes réalisations sociales. Et le Rassemblement national s'est dédiabolisé par rapport au parti du PR. Dédiabolisé sans doute dans une stratégie parce que le programme n'a pas véritablement changé, mais il apparaît en tout cas comme celui qui est le seul à ne pas avoir exercé le pouvoir, c'est très important, et dont le style, effectivement, parle. Alors, le chiffre du jour, Vincent. Ben oui, 24%, un quart des Français seulement se situent eux-mêmes à gauche aujourd'hui, selon une étude de la Fondapol publiée le 4 mai. 38% des Français se situent à droite et 38% des Français ne se classent ni à gauche ni à droite. Anne Muxel, comment expliquer ce chiffre qui est beaucoup moins important qu'il y a 40 ans? Est-ce qu'on peut dire que l'épicentre de la politique française s'est droitisé et maintenant à droite ou au centre droit? Oui, alors évidemment, au vu de ces chiffres, on voit bien que quelque chose s'est passé, se déplace effectivement sur la droite, mais il faut bien prendre aussi la mesure de l'importance maintenant des Français qui ne se reconnaissent plus dans le clivage gauche-droite. Et ce qui a aussi beaucoup progressé, c'est ces positions indéfinies, centrales, ni gauche ni droite, ou gauche et droite. Plus d'un sur trois, oui. Voilà, mais qui effectivement ont progressé. Bon, il n'en reste pas moins que la gauche s'est effritée et qu'effectivement ça profite à la droite, on va dire la droite classique, à laquelle on rajouterait effectivement le Rassemblement national. Hein, donc, mais sachant aussi que quand on observe un petit peu des évolutions, notamment de ce clivage idéologique, c'est à une tripartition quand même de l'espace politique que l'on est toujours confronté. Hein, la gauche, la droite et le Rassemblement national à l'extrême droite. Alors, on va regarder un graphique des premiers tours depuis 81. Depuis 81, donc qui regroupe le chiffre que l'on voit sur le graphique montre l'ensemble des gauches, c'est-à-dire le Parti socialiste, les écologistes, le Parti communiste et les petits partis d'extrême gauche. Donc on voit qu'en 81, on est à 46% et en 2022, on prévoit 26%. Frédéric Savicki, est-ce que ça veut dire qu'il est fort probable que l'année prochaine, il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle, comme ce fut le cas en 2002 et en 2017 ? Bon, alors là, on compare des données électorales à des potentialité quand même très éloignée encore. 2022, c'est encore loin, la campagne n'a pas encore commencé, mais il y a effectivement quelque chose qui plaide plutôt dans cette hypothèse, c'est le morcellement des candidatures. C'est-à-dire qu'évidemment, quand potentiellement on a 25% d'électorat, peut-être un peu plus, il est clair que s'il y a 3, 4, 5, si on ajoute la candidature du Parti communiste ou de candidats d'extrême gauche, il est clair qu'il y a peu de chances de se qualifier au premier tour. Donc est-ce que d'ici là, une logique de rassemblement peut se dessiner, y compris sous la pression des électeurs? Il y a quand même beaucoup d'électeurs, j'allais dire de gauche, très sympathisants, qui n'ont pas envie de ce morcellement et qui ont envie quand même de jouer le jeu. Donc on voit bien qu'avec 20%, un candidat ou une candidate de gauche
à la suite du premier tour, pourrait parfaitement casser le jeu, parce qu'il n'est pas du tout évident que Emmanuel Macron parvienne à réitérer sa performance de la fois dernière, de 2017. Donc le jeu dépend beaucoup, enfin les projections dépendent beaucoup de l'offre électorale, mais il est clair que tant que la gauche est divisée, beaucoup, y compris des électeurs qui pourraient voter pour elle, se disent que de toute façon ça ne sert à rien, puisque c'est perdu d'avance. C'est foutu d'avance. Et donc effectivement, c'est ce qui profite aussi à une partie de l'électorat de Marine Le Pen, c'est qu'elle peut apparaître finalement comme celle qui est la seule en mesure de pouvoir faire chuter Emmanuel Macron. Alors une des clés d'explication, Anne Muxel, sur cette baisse de l'influence de la gauche, c'est les thèmes qui se sont imposés dans le débat public, qu'on appelle régalien, la sécurité, les questions de terrorisme islamiste, les questions d'immigration. Est-ce que c'est une des explications de la progression de la droite et du fait que la gauche a moins d'influence et d'hégémonie qu'autrefois ? C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des thèmes qui, aujourd'hui, occupent les clivages dans l'espace public, qui clivent aussi les populations et qui, du coup, sont des thèmes pour lesquels les forces politiques elles-mêmes ne sont pas forcément d'accord. Ce sont des thèmes qui clivent la gauche, qui clivent aussi la droite et qui clivent aussi la Macronie. Donc on voit bien qu'à part effectivement le Rassemblement national qui est ferme et assez constante sur ses positions, à la fois sécuritaires, identitaires, à l'égard de l'immigration, toutes les autres forces politiques sont traversées par des contradictions, des ambivalences, des désaccords qui nuisent à la lisibilité, en tout cas pour les Français, des positions claires des uns et des autres par rapport à ces enjeux sécuritaires et identitaires. Et donc ça n'aide pas, effectivement, d'abord le repérage politique des Français, ça ne leur donne pas forcément envie de voter. La tentation de l'abstention est quand même toujours très importante. Je rappelle qu'en 2017, alors qu'on était quand même dans un contexte de renouvellement important de l'offre politique, le chiffre de l'abstention était assez important, plus qu'en tout cas à l'élection précédente. J'ai tout à fait en tête, par exemple, le chiffre pour les étudiants, qui sont normalement, qui devraient voter, en tout cas un peu davantage, étant donné leur niveau de diplôme. Un tiers des étudiants, par exemple, n'a pas participé au premier tour. Justement, donc, une toute petite question, Frédéric Savigny, sur les jeunes. Parce qu'il semblerait que, traditionnellement, les jeunes, les très jeunes, se portent spontanément vers des partis de gauche. Et ça aurait basculé à partir des années 90, cette adhésion comme ça, presque viscérale, spontanée, romantique, presque à la gauche chez les jeunes? Alors écoutez, ça dépend dans du les années 80, 1981, c'était très net. Il y avait le vote pour le Parti communiste, pour le Parti socialiste était très fort chez les jeunes, mais l'idée que les jeunes seraient par nature en quelque sorte orientés à gauche, ma foi, est une fausse idée. Est une fausse idée, d'abord parce que la situation économique, sociale d'une partie de la jeunesse aujourd'hui n'est quand même pas forcément très enviable. Il y a aussi une attitude effectivement plutôt de radicalité qui peut se retrouver chez une partie de la jeunesse et qui la conduire à voter pour le Rassemblement national. De plus en plus, l'idéal nationaliste est quelque chose qui peut aussi exacerber, ou identitaire, peut aussi parler à une partie de la jeunesse, et ce d'autant plus qu'elle s'estime effectivement particulièrement maltraitée sur le fond de l'emploi ou sur le fond de l'insertion sociale. La distinction à l'intérieur de la jeunesse, elle est effectivement entre les diplômés, fortement diplômés, et ceux qui le sont moins et qui s'estiment au fond sacrifiés dans la société actuelle, et il est difficile de leur donner totalement tort sur ce point. Alors, on va s'intéresser à travers Thibault Nolte et son rayon X à Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, et qui est un indéfectible et inconsolable admirateur de François Mitterrand, élu voici 40 ans jour pour jour. Rappelons-le aux étourdis. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Jean-Luc Mélenchon, j'ai vos radios sous les yeux, c'est la force, pas si tranquille. Vous êtes député de Marseille et re-candidat à la présidentielle. Vous l'avez annoncé 18 mois avant l'échéance, histoire de préparer les esprits aux décisions essentielles, avez-vous expliqué. Et parce qu'à ce moment, un sondage vous désignait comme celui qui incarne mieux la gauche aux yeux des Français. JLM, homme providentiel, homme présidentiel. Je ne veux pas être Jean-Luc Mélenchon, je veux être le programme L'Avenir en commun. Je suis d'abord un programme. Un programme, mieux, une appli, ou même un réseau social. Vous vomissez l'Amérique, mais pas la Silicon Valley, Cador sur YouTube, ou encore Twitch, le réseau Bonne Franquette pour mâles blancs acnéiques. Castex, société ridiculisée,
Vous y dites la messe. La messe en latin même. Macronis et lepenum pestum et cholerae. Vos sermons sont chauds. Vous vous consumez pour la Chine, l'Iran, Cuba, la Russie, le Venezuela, Robespierre, Gala. Mais brûlez l'argent, l'euro, les lobbies, l'Allemagne, les journalistes, les ex-socialistes, Macron, Hollande, Mitterrand... Non, pas celui-là. Pour le vieux dont vous conservez un portrait, votre cœur se pince. J'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. Quand je vois Macron à Jarnac, je te lui balancerai une de ces roches de solutré. Mitterrand vous a invité à l'accompagner 5 fois en voyage, notamment en Amérique latine. Vous aimiez sa courtoisie, ses ambitions pour la retraite à 60 ans, le programme commun, la lutte contre le capital. Et pour sa campagne de réélection de 88, vous aviez déjà l'intuition du digital marketing avec le service Minitel 3615 Tonton. Mon cher Jean-Luc, la Startup Nation, au fond, c'était vous. Merci Thibault Dolt. Vincent. Anne Muxel, François Mitterrand, que Jean-Luc Mélenchon admirait tant, le Mitterrand de 81, avait un programme social très fort avec des réformes sociales très spectaculaires. Maintenant, la gauche, depuis Martine Aubry en 1998 sous Jospin et la réforme des 35 heures, n'a plus porté de réformes sociales, elle a plutôt porté des réformes sociétales, notamment le Pacs avec Jospin, puis le mariage pour tous sous François Hollande. Est-ce que ce choix du passage du social au sociétal est un choix volontaire ou est-ce que c'est un choix subi? C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir d'influence sur l'économie, donc on essaye d'avoir une influence ailleurs. Oui, alors bon, je pense que ce transfert n'est pas quand même aussi simple. Et puis je rappellerai qu'on n'a pas attendu 98, mais dès 1983, le fameux tournant de la rigueur, déjà infléchissait sérieusement le programme de la gauche, avec déjà les privatisations et toutes sortes effectivement d'interventions qui s'éloignaient un peu du programme commun et de cette politique sociale qui devait être menée. Donc cette désillusion, ce désenchantement des électeurs de la gauche, voilà, il est intervenu assez vite. Ce processus s'est mis en place assez vite déjà, dès la fin des années 80. Et je crois qu'effectivement, depuis, les crises sociales, économiques importantes que subissent nombre de segments de la population, les difficultés rencontrées par les jeunes, eh bien, n'ont pas trouvé dans les programmes de la gauche d'écho à leurs préoccupations premières. Rien n'a changé tellement sur le plan du chômage, sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan des conditions d'insertion sociale et professionnelle des jeunes, etc. etc. Et donc, effectivement, ce déport des thèmes porteurs mis en avant par la gauche sur les questions plus sociétales, a finalement coupé la gauche d'une partie, effectivement, de sa base électorale et aussi des jeunes. Là, je voulais dire que les jeunes restent quand même globalement plus à gauche que l'ensemble de l'électorat, mais simplement ils sont moins à gauche que dans les générations précédentes, et notamment au temps de la génération Mitterrand. Alors Nadia, on va évoquer l'écologie. Est-ce que l'écologie peut modifier quelque chose d'un point de vue électoral? Oui, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'écologie, c'est de plus en plus important aux yeux des Français, mais qu'il n'y a pas eu pour l'instant de traduction dans le scrutin phare de la Ve République, en l'occurrence donc l'élection présidentielle. Pour rappel, donc le premier candidat écologiste à se présenter à ce scrutin, on va voir les images, c'était René Dumont, c'était en 1974. Il n'avait remporté que 1,32% des voix. Aux 3 présidentielles suivantes, les candidats écolos ont obtenu entre 3 et 4% des suffrages. Le meilleur score à ce jour, ça reste Noël Mamère, c'était en 2002, avec un peu plus de 5%. Et puis dans le même temps, on le sait également, les écologistes obtiennent de bien meilleurs résultats aux autres élections, à commencer par les européennes qui leur ont toujours été très favorables. On a aussi beaucoup commenté la spectaculaire percée écologiste et lors des dernières municipales, une vingtaine de villes, 2 millions d'administrés. Et il faut rappeler que le parti Europe Écologie Les Verts, c'est le parti aujourd'hui le plus populaire de France, avec 43% de bonne opinion. C'était un sondage Odoxa. Les Français sont aussi une majorité à estimer qu'il s'agit d'un parti d'avenir. Frédéric Savicki, l'écologie est-elle l'avenir de la gauche d'abord? Et est-ce qu'on peut envisager un vert à l'Élysée dès 2022?
je ne peux pas venir dans le moule du cristal. Je peux simplement dire que le problème des Verts, et ça se traduit dans les résultats électoraux que vous avez rappelés, c'est un problème de crédibilité à pouvoir proposer un projet de gouvernement qui ne soit pas simplement tourné vers le vert, vers l'écologie, vers la défense et la protection de l'environnement. Les Français ont de la sympathie pour les Verts parce qu'ils représentent au fond une espèce de gigantesque groupe d'intérêt, de lobby pro-mesures environnementales. Ensuite, est-ce qu'ils sont prêts à considérer que c'est un parti qui est capable à la fois de gérer la réforme des retraites, faire face à la crise aux crises internationales comme les Verts allemands, par exemple. Oui, voilà, mais on voit bien que les Verts allemands partent de très très loin. Ils ont déjà gouverné des landes, des régions, et ce n'est que là, maintenant, peut-être, qu'on peut envisager... Une chancelière issue du Parti vert. Et la France, enfin, les écologistes français, par rapport à cela, ont beaucoup de retard en matière d'expérience, notamment de gouvernement local. C'est pour ça que ce qui s'est passé dans les municipales des grandes villes est un moment intéressant, mais qu'il faudra resituer, à mon avis, dans un temps très long. Alors, évidemment, la conjoncture est favorable et on peut imaginer très très bien que le candidat vert fasse 8-10% à l'élection présidentielle, mais de là à imaginer qu'il puisse être seul et à rassembler toute la gauche, c'est compliqué, d'autant plus qu'il y a une partie quand même de l'électorat de gauche qui est quand même attachée à des questions de pouvoir d'achat, d'amélioration des conditions matérielles. Ils ne sont pas dans le post-matériel, ceux-là, et il n'est pas évident qu'ils s'y retrouvent complètement dans un programme écologiste qui, pour l'instant d'ailleurs, reste encore peu précis et peu connu des Français. Une carte, parlons de l'Europe. On va regarder une carte de l'Europe qu'on va faire évoluer de 1999 à aujourd'hui. Donc en 1999, il y a 15 pays qui composent l'Union européenne et 12 d'entre eux ont des gouvernements de gauche. Aujourd'hui, il y a 27 pays dans l'Union européenne et simplement 6 d'entre eux sont gouvernés par la gauche. Est-ce que ça signifie, Anne Muxel, que de toute façon, un gouvernement de gauche ne peut même plus penser pouvoir peser sur Bruxelles et sur la politique européenne tant ils sont minoritaires ? En tout cas, ça signifie bien qu'à la fois au plan national, au plan européen, effectivement, la gauche souffre terriblement de ce fossé qui s'est créé entre ces bases électorales et les partis en question. Alors, je pense qu'il faudrait aussi tout de suite introduire que en Europe, en même temps, au fur et à mesure que la gauche recule, on voit aussi les pouvoirs populistes monter, les forces populistes monter. Et ce n'est pas non plus, cela n'est pas sans relation, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, d'un hiatus de plus en plus flagrant entre les attentes de certaines populations qui ne trouvent plus dans les partis de gauche effectivement un débouché politique à leurs préoccupations. Et les forces populistes qui sont des porte-voix de la protestation, du malaise, d'un malaise identitaire, mais aussi d'un malaise social, économique, et qui savent très bien jouer sur cette corde-là, eh bien évidemment ont tendance à remplir cette fonction tribunicienne que remplissait par le passé le Parti communiste et sont entendus et portés d'ailleurs bien souvent au pouvoir, y compris par les jeunes générations. Frédéric Savicki, on peut parler de fin de cycle historique ou c'est simplement conjoncturel ? Il y a une fin de cycle très probablement qui est européenne, mais dont on ne voit pas encore effectivement sur quoi elle pourrait déboucher, parce que la vague populiste actuelle, on voit bien aussi ses limites face notamment à la gestion de l'épidémie et l'incapacité effectivement, à faire face véritablement aux défis. Donc il est possible que ça réouvre effectivement une recomposition de la gauche. Alors évidemment sur une base, on va dire sociale écologiste très très probablement, mais il faut réussir à trouver cet équilibre parce que le programme écologiste ne peut être, on pourrait dire, enthousiasmant, et en particulier pour l'électorat le plus démuni, ou ceux qui a l'impression effectivement de plus pâtir de la mondialisation, que si ils n'ont pas l'impression que ça se fait sur leur dos. Et ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes en France est tout à fait caractéristique et annonciateur de cette difficulté qu'il va falloir effectivement surmonter. C'est QFD. Merci à tous les deux. Dans un instant, François Mitterrand, bien avant le 10 mai 81, en 48, il était penché sur le sort de la télévision française. Et puis on évoquera un nouveau système de pourboire sur Twitter, pour ceux que ça concerne. Mais d'abord, vigilance à propos des infox qui pullulent. Nos amis de Désintox veillent. Ce soir, Bonaparte et l'esclavage. À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, ressurgissent les vieux fantômes de l'histoire française qui charrient sur fond de débats passionnés et complexes leur lot d'oubli ou de petits arrangements avec la réalité.
Ainsi, réagissant à la question de l'esclavage, Arthur Chevalier, commissaire d'une exposition consacrée à l'empereur, a affirmé sur France Inter qu'on ne pouvait pas qualifier le régime napoléonien d'État raciste, car celui-ci n'était pas lié à la couleur de la peau. Il est évident que sous le Premier Empire, tous les esclaves étaient noirs puisqu'ils habitaient dans les colonies, mais ils n'étaient pas esclaves parce qu'ils étaient noirs, pour la bonne et simple raison, par exemple, qu'en France, qu'on pourrait appeler métropolitaine, les noirs étaient libres. Une façon un peu trop rapide d'exonérer de tout racisme la politique de Bonaparte. Tout le monde le sait, Napoléon a rétabli l'esclavage qui avait été aboli quelques années plus tôt, dans les années 1790. Mais ce faisant, Bonaparte ne fait pas que rétablir l'esclavage, note la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Il discrimine toutes les personnes noires ou métisses. D'abord, il leur interdit l'entrée du territoire français continental via un arrêté consulaire évoquant explicitement la couleur de peau des personnes visées. Les soldats et officiers noirs sont interdits de séjour en région parisienne et surtout, les mariages mixtes sont prohibés. À noter que dans les colonies, les libres de couleur, c'est-à-dire les personnes noires ou métisses et non esclaves, ne sont pas concernés par une partie des dispositions du Code civil et deviennent pour leur part des citoyens de seconde zone. Ce qui fait donc un certain nombre de mesures basées sur la couleur de la peau. Merci mes amis, nos amis de Désintox. Monsieur Mauduit, alors, il voulait changer la vie. On ne sait pas si Mitterrand a changé la vie. Il a changé la télévision, alors ça, oui. Mais qui s'en souvient à part vous? Vous êtes formidable. Racontez-nous ça. Ah là, c'est une belle histoire qui commence le 20 novembre 1948, quand le jeune François Mitterrand signe un décret qui impose la standardisation de l'image diffusée à la télévision. Il a 32 ans. Ah oui, il est jeune, il est secrétaire d'État, il est déjà en charge de l'information. La télé aussi est jeune, hein. Vous savez, c'est vraiment très peu répandu. Il y a quelques milliers de postes. Les Français, s'ils veulent voir des films ou des images d'actualité, il faut aller au cinéma. Eh bien, c'est dans ce contexte que Mitterrand doit prendre une grave décision. Une décision qui va avoir des conséquences pour l'avenir. Quel format donner à la télévision? C'est-à-dire quel nombre de lignes? Vous savez, ces lignes de balayage qui définissent la qualité de l'image. Alors, les Anglais, eux, sont sur du 405. Aux États-Unis, on utilise du 625 lignes comme ça. Alors en France, c'est étonnant, la France est encore héritière de ce que les Allemands ont imposé pendant l'occupation. C'est du 441 lignes. Et Mitterrand doit faire un choix. Il doit faire un choix. Alors va-t-il conserver le format allemand que les Allemands nous ont imposé? Va-t-il s'orienter vers le format des Anglais? Ou plutôt une troisième voie qui est possible, un autre format qui serait mis en place. Alors bien sûr, de meilleure qualité, plus coûteux. Et un format assez complexe, c'est le 819 lignes, vous vous rendez compte, hein, c'est plus du double que les Anglais. C'est un choix très risqué, c'est un choix risqué parce que, eh bien, si l'on choisit ce format, rien que pour nous, les postes de télévision qui vont être fabriqués en France, ne pourront pas être exportés. Ça, c'est pas bon pour l'économie. Et réciproquement, tous les postes qui sont fabriqués ailleurs, les télévisions, l'appareil de télévision, eh bien, ne pourra pas être importé, ce qui va ralentir l'équipement des ménages. Eh bien, Mitterrand fait le choix du 819 lignes, un format à nous. Parce que, alors, il y a quelque chose qui est intéressant. Pour la radio, vous n'avez pas toutes ces questions de standards. Il n'y a pas de frontières techniques, si vous voulez. La BBC, vous pouvez l'écouter partout. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français l'avaient bien entendu, hein, notamment un certain 18 juin. Et pour la télévision, c'est différent. C'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur doivent être au même format. Et Mitterrand, en imposant un format spécifiquement français, un format bien de chez nous, eh bien, assure que les Français ne vont pas recevoir des émissions venues de l'étranger dans leur foyer, vous voyez, de la propagande étrangère. Donc il y avait une vraie réflexion, alors que la télé, je vous le disais, est encore à ses balbutiements, une vraie réflexion sur l'importance à accorder à la télévision. François Mitterrand, visionnaire pour la télévision, François Mitterrand qui maîtrisait très bien la télévision. Hein, de là à dire qu'il était chébrant, la question s'est posée. Je vois. Vous savez ce que c'est que chébrant? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que vous savez dire branché, bien entendu. Je ne veux pas faire le malin, très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé. Bon, cher François Saltiel, pourboire sur Twitter, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, c'est ça, messieurs, dames, hein, n'hésitez pas, hein, une petite pièce, allez-y, si jamais mon tweet vous a plu. C'est Twitter qui est en train de lancer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Tip Jar, que l'on peut traduire par boîte à pourboire. Vous savez, comme ces boîtes que l'on retrouve fréquemment à côté des caisses, notamment aux États-Unis, que ce soit dans les salons de coiffure, les restaurants ou encore toutes les boutiques. Les Américains ont pour habitude de vider leurs poches pour récompenser les employés. Eh bien, Twitter propose à peu près le même système, mais sur le
le net. Nous aimerions que vous puissiez vous entraider les uns les autres, annonce fièrement le réseau social, qui encourage les utilisateurs à saluer par exemple l'anniversaire d'un abonné que vous aimez bien en lui envoyant un petit peu d'argent, ou encore pour le féliciter d'un tweet bien senti qui aurait créé le buzz. Alors pour l'instant, cette fonction existe qu'aux États-Unis sur des comptes anglophones, des comptes de professionnels. On trouve des journalistes, des responsables d'ONG ou encore des artistes, mais elle pourrait prochainement s'étendre. Et si tout le monde peut commencer à gagner de l'argent en créant un buzz, on peut craindre surtout une surenchère du clash. Alors derrière cette innovation se cache une stratégie économique pour Twitter, dont les derniers résultats financiers ne sont pas à la hauteur des autres géants du web comme Google ou Amazon, qui, vous le savez bien, ont bien profité de la crise sanitaire pour asseoir leur modèle économique. Chez Twitter, ce n'a pas été tout à fait le cas. Du coup, ils optent pour une stratégie du payant, pour faire payer les contenus. Il n'y a pas de petit profit, quoi. Il n'y a pas de petit profit, exactement. C'est pour ça que ça fait déjà plusieurs mois qu'ils réfléchissent à une autre fonction qui serait de rendre certains abonnements et certains abonnés payants, des abonnés d'influenceurs en tout genre, contre bien sûr des contenus exclusifs. Voilà, vous payez pour suivre Vincent Trémollet de Villers qui va vous offrir les coulisses du Figaro à vous et rien qu'à vous. Hein, non, ça marche pas, sans prix. Alors, pour l'instant, le réseau social ne prélève aucune commission sur ces fameux pourboires, mais vous comprenez que c'est une manière d'installer une habitude. L'habitude que l'argent, comme ça, puisse circuler entre les uns et les autres sur la plateforme. Donc, vous l'avez compris, Twitter, au début, a fait son nid. Bien sûr, Twitter, c'est l'oiseau bleu qui a fait son nid sur son modèle gratuit, je vous le dis quand même, Elisabeth, on ne sait jamais. Et bien maintenant, il pourra donc profiter et monétiser nos prochaines prises de bec. Eh ben non. Merci à tous sur l'antenne d'Arte Chérie. Dans un instant, une soirée cinéma et dites-moi, la 317e section de Pierre Schoendorfer. Magnifique. Prix du scénario au Festival de Cannes en 65 avec Jacques Perrin et Bruno Kremer. Indépassable. Et ça se passe bien sûr pendant la guerre d'Indochine. On se quitte avec un clin d'œil à notre débat sur la gauche, Mitterrand, 40 ans, etc. Mon ami La Rose, Françoise Hardy. À demain, 20h05. Tchuss. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque